Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel entretien. Nous allons parler aujourd'hui et faire le bilan 2023 de vos investissements financiers et regarder un petit peu pour cette année 2024 qui arrive, comment investir et comment se projeter dans l'avenir. Alors pour cela, je me suis aidé, parce que je ne suis pas un professionnel des médias, d'un outil qui est à investir pour effectivement avoir quelques chiffres à vous présenter. Donc nous allons parler des marchés financiers, voir qu'est-ce qui s'est passé donc en 2023 et pour commencer sur le marché des actions. Donc une belle année pour les actions. Vous avez sous les yeux quelques chiffres. Le Nasdaq plus 43%, le Standard & Poor's plus 24%, l'Eurostoxx 50 pour l'Europe, plus 19%. Notre CAC 40, plus 16,5%. Et vous voyez que le Dow Jones est même moins performant que le CAC 40 cette année. Donc, voilà pour les bonnes nouvelles. Le marché des actions, c'est pas, il n'y a pas eu que des marchés en hausse, hein. L'une des exceptions, c'est le marché chinois que j'ai voulu surligner, comme vous le voyez, avec moins 13%. Eh ben oui, si vous voulez, suite à la sortie du Covid, le marché chinois, met du temps à repartir et on subodore, ce qui est actuellement le cas, une crise au niveau immobilier en Chine. Bon, voilà pour l'année 2023, pardon, au niveau des marchés actions. Si on regarde maintenant et qu'on fait un classement des meilleurs placements pour cette année 2023, eh bien, la star cette année, c'est le Bitcoin, qui a progressé de 157%, d'accord, de façon exceptionnelle après des années qui ont été quand même difficiles. Mais voilà, il fallait le souligner. Vous retrouvez donc les différents marchés actions dans un ordre décroissant. Je vous fais remarquer également les fonds d'obligations internationaux. Je vous ai parlé l'année dernière des obligations. Donc, on peut constater cette année que c'était au rendez-vous, hein, et donc la hausse des taux d'intérêt donne des résultats, d'accord, plus 7,7. Fonds d'obligations émergentes, alors c'est différentes catégories, mais vous retrouvez quand même des bonnes performances, plus 6 en moyenne. Alors, tout ça, ce sont des moyennes, hein, bien sûr. C'est pas un marché en particulier, mais c'est pour donner les différentes catégories. Et puis on arrive, j'ai pointé du doigt effectivement l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui recensée, donc à 4,1, on va dire 5%. Vous voyez, tout ce qui est au-dessus, vous a permis de vous couvrir de l'inflation, de vous maintenir votre pouvoir d'achat. Tout ce que vous allez retrouver en dessous, à peu près de ces 5%, eh bien, ne vous couvre pas de l'inflation. Vous voyez les SCPI, bon, ça c'est une estimation, c'est pas toutes les SCPI, mais c'est une moyenne. Les comptes à terme, nos fameux livrets des épargnes et assurances vie font en euros. Malgré des rendements en hausse, c'est aujourd'hui pas suffisant pour couvrir l'inflation. Donc, on peut se dire, bah tiens, 3% sur livret A, super, on va gagner des intérêts. Oui, mais vous perdez en pouvoir d'achat quand même encore une fois, hein, donc, ne vous leurrez pas. Ça permet de maintenir un certain niveau, mais ça ne vous couvre pas du risque de l'inflation, en tous les cas pour 2023. Voilà. Alors, si on fait un point sur l'économie de façon générale, alors qu'est-ce qui s'est passé en 2023? C'est la hausse des taux d'intérêt. Vous retrouvez sous ce graphique donc l'évolution des taux d'intérêt des banques centrales, vous voyez, qui va depuis 2000 jusqu'à 2023, donc une bonne vingtaine d'années. Vous voyez les différents cycles. Donc en bleu, vous avez la Fed, donc la Banque centrale américaine, la BCE, Banque centrale européenne, la BOE, Banque d'Angleterre, Bank of England, la BOJ, Banque du Japon, la BNS, la Banque nationale suisse, et la BOC, la Bank of China. Donc on va dire voilà, les 6 premières grandes banques gouvernementales. Et si, pour vous résumer un petit peu, on voit le premier cycle
donc fin des années donc 2007-2008 avec la crise financière, ouais, forte baisse des taux à ce moment-là pour relancer l'économie. A suivi donc une reprise, puis arrive deuxième forte baisse, donc on voit en 2020, donc c'est le Covid, d'accord. Donc pour relancer la machine, on baisse à nouveau le taux d'intérêt, et donc entre 2020 et 2022, on a des taux d'intérêt à zéro, soit négatifs. Et puis à partir de 2022, donc cette remontée progressive qui a été quand même très rapide, vous voyez que c'est la Fed, hein, la banque centrale américaine, en bleu marine, qui monte le plus haut. Je vais me décaler un petit peu sur la droite pour aussi voir le taux. Donc c'est la banque, la Fed qui monte jusqu'à 5,5, et nous en Europe on est à 5. D'accord. Donc c'est monté de façon saccadée, mais sur l'année 2022, donc très très rapidement, ce qui a provoqué ce krach obligataire, une baisse des valeurs des obligations. Et pourquoi cette hausse des taux d'intérêt? Donc c'était pour ralentir l'inflation. Bon, l'objectif semble avoir été en partie atteint, donc l'inflation devrait se remettre à baisser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? C'est important de savoir pourquoi. Alors, autre point que j'ai voulu souligner, qui n'a rien à voir avec les taux d'intérêt pour l'instant, c'est la dette de la France. Alors là, vous l'avez en pourcentage du PIB. Je ne veux pas faire de polémique. Certains disent que c'est pas un problème, d'autres disent que c'est un problème. Bon, moi, je raisonne simplement comme un foyer, d'accord? Un foyer qui se pose la question, bah, est-ce que c'est bien d'être surendetté? Bon, quand on voit ce niveau-là atteint, donc vous voyez qu'on a une forte remontée de cette dette. Ce poids de la dette est très important en 2009, donc suite à la crise financière, et puis suite au Covid. Donc aujourd'hui, nous avons 3 000 milliards de dettes pour l'État français. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quand même pas simple. Donc il y a bien un moment, il faudra qu'on puisse rembourser cette dette. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça ne semble pas être un problème puisque les taux d'intérêt sont encore faibles, mais justement, les taux d'intérêt ont augmenté, donc la charge de la dette va commencer à peser énormément. Et tout le problème est là, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui ont remonté, qui vont bien sûr rebaisser, mais je ne peux pas vous dire quand et de combien, on va rester quand même à des niveaux assez élevés. Donc, ces intérêts que l'État français doit payer sur son budget, d'ici 2-3 ans, vont être énormes. Voilà. Donc, gardez en mémoire, je ne connais pas encore la solution, je ne suis pas devin dans ce domaine-là, mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui, et je ne sais pas comment nos politiques vont pouvoir y répondre. Alors, certains vous diront ils font de la croissance, oui, mais en France on n'a plus de croissance, et d'autres vous diront ben, on va renégocier. Bon, c'est pas le but aujourd'hui, mais je voulais vous faire remarquer parce qu'il faut garder en ligne de mire. On va s'intéresser à l'année 2024, mais il faut aussi se projeter un peu plus. Quels sont les risques voilà, au niveau de la situation géopolitique aujourd'hui? On a une guerre en Ukraine qui dure depuis maintenant bientôt 2 ans. Hein, donc on n'en est pas encore sorti. Bon, les marchés ont été un peu affectés en 2022, puis en 2023 n'en ont pas tenu compte. Maintenant, nouveau conflit au Moyen-Orient entre Israël et Hamas. Donc là, on ne sait pas encore, en plein dedans, comment on va s'en sortir et quels vont être les impacts. Ce qu'on constate, c'est par exemple les attaques de containers en mer Rouge, qui est un point crucial pour l'économie mondiale, parce qu'aujourd'hui, vous avez 15% du trafic commercial maritime qui passe par la mer Rouge en venant d'Asie pour arriver en Europe. Donc ça, c'est un problème important qu'il va falloir effectivement résoudre dans les mois qui viennent. Je change de côté. Et deuxième sujet important, 2024 est une année très très importante au niveau élection dans tous les pays. Hein, je crois que c'est l'année, aujourd'hui on a le plus d'élections dans le monde,
Et donc, trois chiffres intéressants, c'est qu'en Allemagne et en France, vous voyez que dans les sondages réalisés à mi-décembre, donc les partis, entre guillemets, voilà, on va dire réactionnaires ou qui ne sont pas dans le conventionnel, ben, arrivent en devant actuellement. Et puis aux États-Unis, les derniers sondages également mettent Donald Trump à nouveau comme favori pour les prochaines élections. Donc il peut y avoir effectivement pas mal de chamboulements politiques cette année 2024. Alors ensuite, un point important, la récession. Euh, à titre personnel, mon avis, si vous voulez, sur ce sujet, c'est que je m'attendais effectivement suite au Covid et en Europe et en France, en tous les cas, à une forte récession. Bon, en fin de compte, on s'en sort pas mal du tout. On s'en sort pas mal du tout. L'année 2023, on frise la récession, mais on n'y est pas. Au jour où je vous parle, nous sommes donc le 18 janvier. Nous n'avons pas encore les chiffres du quatrième trimestre 2023. Peut-être qu'on terminera l'année en récession, mais c'est pas flagrant. Voilà. Si on a une récession, bah, les marchés de toute façon vont accuser le coup, et donc c'est à suivre de près. D'accord. Mais aujourd'hui, bon, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, alors que j'étais quand même plus pessimiste, je vous l'avoue, il y a quelques mois là. Maintenant, regardons, si vous voulez, quelques résultats sur les marchés des actions. Ce qui est intéressant, et là, j'en suis fier malgré tout, c'est que dans les plus fortes hausses du CAC 40, eh bien, nous avons conseillé à nos clients deux valeurs, qui sont Schneider Electric, qui a fait plus 39% cette année, et Air Liquide, qui a fait plus 33%. Voilà, c'est pas dans nos habitudes de faire du stock picking, de faire du choix de valeur, mais aujourd'hui, nous pouvons, dans les comptes et les contrats d'assurance vie que nous vous conseillons, désormais intégrer des titres spécifiques du marché français. Et donc, deux choix que nous avons fait cette année ont été très bons parce que on va dire dans le top 10 des meilleures performances cette année. Donc, on suit hein, et on donnera par la suite nos différents conseils. Alors, les 7 magnifiques, vous êtes peut-être entendu parler de ce nouvelle appellation. Hein. Chaque période vaut son titre. Donc, qui sont les 7 magnifiques? Eh bien, les 7 magnifiques sont ces fameuses sociétés technologiques américaines, entre autres, qui aujourd'hui se distinguent, et je vais vous expliquer pourquoi. Les voici. Donc, Nvidia, Meta, Tesla, Amazon. Alors, Meta, c'est la maison mère de Facebook, mais aujourd'hui, c'est pas que Facebook, c'est Instagram, WhatsApp et donc différents outils que nous utilisons aujourd'hui au quotidien. Donc, je parle Amazon, Alphabet, donc c'est la maison mère de Google, Microsoft et Apple. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on appelle les 7 magnifiques. Je pense que donc Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, vous connaissez, Meta aussi vous connaissez, Nvidia, ça parle peut-être moins à certains. C'est le fabricant de cartes graphiques, donc un des composants qu'on retrouve dans tous les ordinateurs, très connu des gamers, des joueurs de jeux vidéo, puisque ces cartes graphiques, quand elles sont boostées, eh bien, vous permettent d'avoir une très bonne fluidité dans vos jeux vidéo. Et c'est pas une boîte qui vient d'être créée, c'est une boîte qui a facilement 30 ans. Et donc cette société américaine, Nvidia, est aujourd'hui le leader donc, des cartes graphiques et des cartes, donc des composants électroniques, qui servent entre autres pour l'intelligence artificielle. Voilà. On y arrive. Et donc le thème de 2023, et on va en parler, je pense, 2024, c'est l'intelligence artificielle. Alors, le titre d'investir, c'est révolution annoncée ou et phénomène boursier. Que va-t-il se passer? Alors, quelques chiffres qui sont quand même assez phénoménaux. C'est que l'année dernière, on évaluait ce marché de l'intelligence artificielle à peu près 136 milliards.
qui est déjà une belle somme. On estime qu'en 2030, donc 2030, c'est pas dans 15 ou 20 ans, c'est maintenant dans 6 ans. D'accord? Donc dans 6 ans, on évalue ce marché à 1810 milliards. C'est-à-dire une progression de ce marché de l'ordre de 38%, retenez 40% par an. C'est phénoménal. D'accord? Alors, pour bien comprendre ce qu'est donc l'intelligence artificielle, pour démystifier, si vous voulez, un petit peu tout ça, ben c'est tout simplement, aujourd'hui, on est passé à différentes phases de la digitalisation et de l'informatique, hein, telle qu'on a pu connaître il y a 30 ou 40 ans, et on arrive maintenant au stade où on peut interroger l'ordinateur, on peut interroger nos outils téléphones avec une capacité, si vous voulez, de calcul, et donc il va nous donner des réponses quasi instantanément. Vous avez connu, pour faire simple, donc depuis 10 ans, 15 ans, Google, qui quand vous tapez des mots-clés, vous donne différents liens vers ce qui semble être des réponses, mais à vous après d'aller faire vos recherches. L'intelligence artificielle, c'est je tape une question, hein, donc c'est plus des mots-clés, j'exprime mon interrogation, et l'ordinateur, votre outil, va vous répondre par des phrases complètes et une rédaction de réponses. Donc, c'est assez phénoménal. Euh, le plus connu aujourd'hui depuis un an, c'est le fameux chat GPT. Si vous avez l'occasion de le tester, très bien. Si vous n'avez pas l'occasion de le tester, amusez-vous. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Et comme certains, je me suis amusé, moi, il y a un an en arrière, à tester ce nouvel outil. Vous êtes scotché, d'accord? Et ça ne va faire que s'améliorer. Hein. Donc, dans tous nos métiers, quels qu'ils soient, vous verrez, à mon avis, dans les 10 ans qui viennent, effectivement, une, euh, un développement de ces outils qu'on va utiliser, comme on utilise aujourd'hui Google, comme on utilise effectivement n'importe quel moteur de recherche. Demain, Google, entre guillemets, sa version actuelle sera dépassée parce que Google développe déjà une intelligence artificielle dans ses moteurs de recherche. Donc, demain, quand vous interrogerez votre moteur de recherche, vous aurez la rédaction en quasi instantané de réponses construites. Quelques chiffres encore intéressants, c'est que 25% des entreprises ont adopté une intelligence artificielle pour faire face à des pénuries de main-d'œuvre. Vous voyez aujourd'hui déjà 25% des entreprises, donc un quart des entreprises, ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Et on estime que 15% de la main-d'œuvre mondiale, soit à peu près 400 millions de personnes, pourraient être remplacées par l'IA d'ici 2030. Donc c'est aussi phénoménal. On s'inquiète toujours, si vous voulez, de ces avancées technologiques. On va rester optimiste, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'intelligence artificielle va savoir développer des fonctions que ça va mettre tout le monde au chômage. Ça va nous obliger, nous tous, d'accord, à développer des connaissances, à développer des capacités pour pouvoir laisser à l'intelligence artificielle certaines fonctionnalités, si vous voulez, qui n'ont pas de valeur, et donc nous monter en compétences. Je prends l'exemple tout simple aujourd'hui du GPS. Je pense que 99% de nous tous utilisons aujourd'hui un GPS quand on se déplace. Rappelez-vous, et moi je me rappelle encore, il y a 20 ans en arrière, être parti en vacances avec ma fameuse carte Michelin, et puis au fur et à mesure de notre avancée, on ouvrait la carte et on voyait où on allait. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. D'accord? Bon, ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent, c'est qu'on utilise des outils plus performants, mais que la fonctionnalité est toujours la même, mais on la délègue, si vous voulez, à une machine. Et donc, aujourd'hui, incontournable, c'est NVIDIA, qui, dans ce domaine-là, est un petit peu, si je faisais le parallèle, un peu comme quand on a eu la ruée vers l'or. J'aime bien cette anecdote. Quand il y a eu la ruée vers l'or au 19e siècle, donc dans l'Ouest américain, on a retenu en fait que ceux qui s'enrichissaient n'étaient pas les pionniers qui allaient chercher de l'or, c'était les vendeurs de pelles. Donc les pelles pour creuser
et trouver de l'or. Et en fait, Nvidia est ce nouveau vendeur de pelles, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le fabricant numéro un de composants dont on a besoin pour faire tourner ces machines avec une capacité de calcul énorme. Voilà. Et Nvidia est le numéro un, donc c'est une entreprise à suivre. Continuons. Oui, il faut pas oublier que sur le marché des actions, il n'y a pas que de la performance, il y a aussi des risques. Je me permets quand même de vous le rappeler, parce que quelques exemples là, sur le marché français, mais le plus connu cette année, ça a été par exemple Orpea, qui a perdu jusqu'à 92% de sa valeur. Bon, je repasse pas le film, mais effectivement, Orpea, c'est une maison de retraite. Et suite à la sortie d'un livre, effectivement, les maisons de retraite ont été pointées du doigt. Bon, différents exemples. Vous voyez que dans un marché qui a été plus que positif, vous avez quand même des valeurs qui ont baissé. Je ne vais pas en faire la liste détaillée. Bon, un autre secteur, juste, on ne parle pas, on ne va pas rentrer dans le détail non plus, mais c'est, 2003 marque le retour d'une certaine crise immobilière. Oui, depuis 20 ans, 30 ans, on disait l'immobilier, ça monte toujours. Eh bien non. Vous voyez, aujourd'hui, si on regarde la carte de la France, les deux grandes villes que sont Paris, donc la capitale, et Lyon, sont en négatif, donc, pour la première fois depuis de nombreuses années. D'accord. On a encore le quart sud-est de la France qui reste positif dans ses valorisations, mais voilà, il y a un retournement quand même de tendance. Combien de temps ça va durer? Et s'il y a deux chiffres à retenir intéressants, deux, trois chiffres, c'est que le logement neuf, effectivement, c'est celui qui souffre le plus, puisque les mises en chantier sont quasiment à l'arrêt. C'est moins 30% des lancements commerciaux, c'est moins 30% également de réservation, donc de vente. Donc les promoteurs sont vraiment dans une situation difficile, ce qui fait que comme il y a des arrêts de chantier, on se risque de se retrouver dans 1 ou 2 ans où la pénurie est là et il manque de logement. Bon, tout ça, vous l'avez compris, c'est à cause de la flambée des taux d'intérêt qui a freiné les investissements. Ça peut se comprendre. On vous expliquera dans une autre vidéo que pour moi, le taux d'intérêt n'est pas un problème. Mais bon, ils ont quand même doublé, voire triplé depuis 1 an et demi. Donc, c'était quand même à souligner. Alors, un autre secteur, les cryptos, j'en parlais tout à l'heure, avec la flambée du Bitcoin. En 2023, ce qui est intéressant, et je le disais aussi précédemment, donc on a ce marché des crypto-monnaies qui est encore une nébuleuse pour beaucoup d'entre vous. Pour moi, effectivement, c'est un marché encore neuf, un marché qui est en plein développement. Comme l'intelligence artificielle, ça fera partie, si vous voulez, des outils dans 10 ans, dans 20 ans, qui feront partie de notre quotidien. Mais aujourd'hui, c'est un secteur en pleine expansion, donc avec des fortes avancées, des reculs. Et l'année 2023 se marquera, et ils ont titré sur Investir l'année du grand ménage. Eh bien, effectivement, c'est cette année où certaines entreprises, certains dirigeants qui ont été un peu vite et de façon pas très, très propre, se sont fait taper sur les doigts. Donc, voilà, c'est bien parce que ça commence à assainir un marché et donc on va petit à petit voir ceux qui se distinguent sur ce marché. Bon, donc que faire en 2024 avec ces différentes informations. 2023, c'est terminé. Nous sommes le 18 janvier, donc que faire en 2024? Eh bien, voilà, parmi les thématiques d'investissement, celles que nous avons retenues, celles sur lesquelles nous travaillons depuis quelques mois. Je vais vous parler de deux thématiques, l'intelligence artificielle, dont je viens de vous parler, et les valeurs moyennes. L'intelligence artificielle, vous avez compris pourquoi, parce que malgré les à-coups et tout ce qu'on peut en dire, comme les plus grandes sociétés technologiques se sont branchés dessus, entre guillemets, et tous développent effectivement ces outils. Donc, on a vu la flambée effectivement de ces valeurs en 2023, mais je pense que c'est durable et je pense que effectivement il faut s'y intéresser. Il ne faut pas mettre tout sur le même panier comme toujours, mais c'est une thématique sur laquelle il faut falloir compter en 2022.
Deuxième thématique, les valeurs moyennes. Alors pourquoi les valeurs moyennes? Parce que les valeurs moyennes, ce sont donc les entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers, mais qui ne rentrent pas dans le top des CAC 40. D'accord? Le CAC 40, lui, cette année, donc, a pris de l'avance. Et les entreprises qui ne sont pas de la taille du CAC 40 doivent rattraper ce retard. C'est une certaine logique et on le voit. Donc peut-être 2024 est l'année de rattrapage pour les valeurs moyennes et je vous présenterai quelques exemples. Voilà, on va passer à un autre support pour vous présenter en détail donc ce à quoi je pense et ce que je vous conseille pour cette année. Donc on démarre tout de suite par les obligations corporate. Alors, vous avez sous les yeux donc une société qui s'appelle Keren Finance, avec un fonds sur lequel nous avons travaillé en 2023 et sur lequel nous allons continuer à travailler en 2024, qui s'appelle Keren Corporate. Alors, si vous voulez comprendre le fonctionnement des obligations, je vous rappelle que début 2023, nous avions fait organiser une réunion en ligne que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, donc sur le crack obligataire, et pourquoi c'était intéressant d'investir sur les obligations en 2023. Et je vais vous montrer ces résultats. Donc, Keren Corporate, c'est un portefeuille d'obligations qui a donné comme résultat cette année 8,28%. Donc, c'est un portefeuille diversifié, très intéressant parce que essentiellement obligations européennes et avec une volatilité, je ne sais pas si vous voyez voilà, ici, donc 2% de volatilité, donc quasiment sans risque. Il n'y a jamais zéro risque, mais dans cet exemple, voilà une performance qui correspond effectivement à ce qu'on attendait, et au-delà même de ce qu'on attendait, parce qu'on visait plutôt autour de 6%, et qui termine l'année avec un plus 8,28%. Donc c'est assez intéressant, et au vu de la situation actuelle, on pense que 2024 peut être renouvelé. D'accord. Pour vous donner quelques indications, ce que vous avez sous les yeux, ce qu'on appelle le taux actuariel moyen, 5,74, c'est en fait les coupons de ces obligations qui vont être versés pendant la durée de vie de ce portefeuille. Et donc aujourd'hui, on a dans la performance une partie qui est due au versement de coupons, donc 5,74 actuellement, et une partie due à une revalorisation de la valeur même des obligations. On a en portefeuille 93 lignes différentes, donc 93 obligations différentes, avec donc une sensibilité et des notations qui sont assez prudentes, je dirais, voilà. Donc quelques chiffres intéressants qui nous permettent de nous dire que voilà, c'est le fruit du travail d'un gérant qui donne ses résultats sur 23 et qui devrait effectivement nous donner à nouveau le même niveau de résultats sur 2024. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des coupons, comme je viens de vous montrer, qui sont d'un niveau élevé. Et on attend à ce qu'il y ait une baisse de taux d'intérêt au niveau des banques centrales. Je vous ai montré tout à l'heure le niveau des taux d'intérêt des banques centrales. Et si les banques centrales, alors c'est peut-être pas dans un mois, pas dans 2 mois, c'est pas attendu certainement avant l'été ou l'automne, mais à partir du moment où on aura une baisse des taux d'intérêt, ça va valoriser les obligations que ces gérants ont en portefeuille. Donc c'est un moteur de performance à côté des coupons. Voilà, donc ça c'est pour Keren Corporate que vous avez peut-être en portefeuille si vous avez vos fonds gérés chez nous. Et valeur importante à garder en portefeuille. Deuxième valeur, deuxième fonds, la société IVEO Capital Partners, qui sont également basés à Paris. Mais leur spécialité à IVEO, c'est la gestion d'obligations de pays émergents. D'accord, pays émergents, donc des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Asie, certains pays d'Asie.
qu'on appelle les pays émergents. Avec leur fonds IVO Fixed Income, eh bien, aujourd'hui, alors, on va parler tout de suite voilà, des résultats 2023. Voilà, résultat 2023, c'est 8,40, d'accord, en 2023. Vous voyez dans le tableau ci-dessous l'évolution mois par mois. Vous voyez que c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Février 2023, c'est moins 2,2, d'accord. Et puis après, ça repart. Et au final, voilà, une belle année. Et donc, on voit bien, tiens, juste en dessous, 2022, l'année du crack obligataire, où vous voyez qu'un portefeuille peut baisser de 10%. Et c'est pour ça qu'il y a un an, je vous ai conseillé de rentrer sur ce type de portefeuille. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie différente, parce qu'on n'est plus sur des obligations européennes, on est plutôt sur des obligations de pays émergents. On a aujourd'hui, si vous regardez le tableau baromètre du fonds, donc un rendement brut de 13%, d'accord, hein, donc sur la partie obligataire du fonds, mais en moyenne 12,2. Au pire, ça a été calculé, c'est-à-dire il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des entreprises qui n'honorent pas leur remboursement, eh bien, réajuster, ça ferait quand même encore du 8,7, quand même assez phénoménal, d'accord. Nous avons en portefeuille dans ce fonds 122 obligations différentes, donc un portefeuille très diversifié. Pour rappel, un portefeuille concentré, c'est-à-dire un peu plus risqué que les autres, c'est un portefeuille qui va avoir 30, 40, 50 000. Puis dès qu'on commence à dépasser 50, 60, 70 000, on commence à avoir un portefeuille très diversifié. Là, vous avez 122 000 différents. Donc, si vous voulez, le risque est maîtrisé. Le gérant a très bien diversifié son portefeuille tout en étant dans une spécialité d'obligations de pays émergents. D'accord. Et donc, voilà. Ça, c'est un point important à faire remarquer. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Alors voilà, tiens, si on regarde les 10 plus grosses valeurs du portefeuille, vous voyez qu'on a donc des ports, donc ça fait partie des infrastructures, des ports, des aéroports, qu'on retrouve dans les pays voilà, comme l'Équateur, le Mexique, le Brésil. Alors, si on est aujourd'hui plutôt tendance écolo converti, donc on n'investira pas tellement dans le pétrole et le gaz, mais voilà, ça fait partie des choses qui existent encore. D'accord. Et donc, dans différents pays, Bulgarie, Colombie, Pérou, vous voyez, on a vraiment une diversification géographique importante. Avec une surpondération, vous voyez la caractéristique du portefeuille, le Mexique, qui est représenté à hauteur de 10%. Et vous voyez que géographiquement, on a même sur l'Ukraine, donc des investissements un peu partout dans le monde émergent. Pourquoi ces résultats là, pour ce fonds pays émergent, profil du fonds, alors il est noté voilà, dans nos standards 3 sur 7. Bon, vous voyez, à comparaison d'un fonds action qui serait plutôt entre 4, 5, 6, 7. Hein, donc là, aujourd'hui, ça vous permet de vous donner une idée qu'on peut faire de la performance tout en étant sur des actifs moins risqués, comme les autres. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième portefeuille que je voulais vous présenter. Troisième portefeuille obligataire, c'est Tikeo. Alors Tikeo, une société française également, qui a une expertise en matière de crédit, qui est assez aussi phénoménale. Je me permets ces superlatifs, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, classé oui, dans notre indicateur de risque de 1 à 7, classé numéro 3, enfin classé au niveau 3, pas au numéro 3, niveau 3. Nous avons un fonds qui fait 273 millions d'euros. Alors, Tico Crédit Plus, c'est un fonds très, très, très important, mais comme il y a différents supports libellés en euros, intérêts distribués, intérêts capitalisés, donc on a différents types d'actifs. Bon, aujourd'hui, premier chiffre, taux de rendement à maturité, aujourd'hui 7,5. Taux de rendement au pire, vous voyez, en comparaison avec l'IO, 6,9, avec une volatilité de 4. Mais ce qui est intéressant, et on va le voir tout de suite, hop, je bouge à nouveau, c'est les performances que nous avons pu constater. Donc, cette
2023 termine avec une performance en obligation, je rappelle, de 12,4%. Nous ne sommes pas sur des actions, nous sommes sur des obligations. Donc, un portefeuille très diversifié d'obligations ici européennes, d'accord, principalement des valeurs européennes, et donc une performance de plus de 12%. Ça fait rêver, mais vous en avez profité ou vous en profiterez encore cette année. Donc, je vous invite à regarder ça de près. 10 principaux émetteurs, voilà, quelques exemples. Voyez, ils sont assez ciblés sur les banques actuellement. Barclays, Banco Comercial Portuguès, National Bank de Grèce, voyez. Donc, parmi ces quelques obligations, donc, je répète, ce n'est pas un investissement en actions, on ne détient pas des titres de la banque, on détient de la dette de la banque, c'est-à-dire qu'on a prêté de l'argent à la banque. Et justement, c'est très intéressant aujourd'hui, le monde bancaire, puisque avec la remontée de taux d'intérêt, on sait qu'il y a de fortes chances que les banques soient en très bonne situation pour nous rembourser. Sur la gauche, vous voyez le nombre d'émetteurs, 103 lignes. Donc 103 émetteurs, en portefeuille très diversifié. D'accord. Sensibilité au taux faible, 1,9. Sensibilité crédit 2. Maturité moyenne, donc ça veut dire que si aujourd'hui le portefeuille ne bougeait pas, dans 3,2 années, l'intégralité du portefeuille est remboursée. Voilà pour les informations pour ce fonds. Vous voyez qu'effectivement, voilà, subordonné bancaire, 28%, donc on est très très exposé au monde bancaire, et quand même très diversifié si vous regardez au niveau géographique. Actuellement, et je vous recommande ces valeurs Tikeo, Iveo et Keren pour de la gestion obligataire. Maintenant, si on raisonne sur le monde des actions, on vous a parlé des 7 magnifiques. Et voilà, si vous voulez, avec qui on travaille sur ce sujet-là, avec une société qui s'appelle Franklin Templeton. C'est un asset manager, un gérant d'actifs américain, puisque on va être sur le marché américain. Donc, un fonds qui s'appelle Franklin Technology, qui a délivré 53% en 2023. D'accord. Alors là, c'est libellé en US dollars, mais en euros, on est proche de ces chiffres-là, où il n'y a pas eu beaucoup de risques, si vous voulez, au niveau de retrouver cette valeur en euros. Vous retrouvez un portefeuille, alors hop, voilà, l'écran peut bien défiler. Donc vous voyez que dans leur portefeuille, ils ont principalement Nvidia, Microsoft, Amazon, Apple. Donc sur les 7 magnifiques, vous avez dans les 4 premiers qui sont ici. Et donc ce qui justifie effectivement cette performance, cette valorisation et ce choix aujourd'hui. Donc pourquoi ce fonds Templeton? Alors je ne rentre pas dans les détails et je suis à votre disposition pour vous donner plus de détails. Mais voilà, vous voyez sous forme de graphique que, oui, là, sur 4-5 ans, très belle performance. Mais vous voyez qu'entre 2021 et fin 2022, tiens, on a les chiffres là, c'est moins 44%. Donc, il ne faut pas obliger qu'on est en action. Hein. N'oubliez pas mais sur du long terme, si vous voyez, comme je vous disais, si on se projette à 2030, donc dans 6 ans, on peut imaginer que ce nouveau marché va se développer, que l'intelligence artificielle va vraiment faire partie de notre quotidien, indirectement ou directement. Hein. Je pense que les outils vont vraiment faire partie de notre usage quotidien. Peut-être pas tout de suite à titre personnel, mais en tous les cas dans les entreprises, c'est évident que dans le monde du travail, c'est des outils qu'on va utiliser, qu'on va exploiter. Donc, si vous voulez faire partie effectivement de cette vague-là, je vous invite à passer à ce sujet. Et puis, donc, sur la dernière thématique, qui sont les valeurs moyennes. Donc, nous travaillons depuis longtemps avec une société qui s'appelle Odo, Boulevard de la Madeleine, à Paris. Et cette société a un fonds phare qui s'appelle Odo Avenir. Et Odo Avenir, ce sont les valeurs moyennes. Donc, voilà, aujourd'hui, les performances. Donc, alors, hop, je suis juste là.
c'est la dernière colonne, 17,5% de performance en 2023, après une année donc difficile, 2022, où ils ont fait moins 20,7. D'accord? Mais donc, on voit bien ce redressement cette année. Et donc, semble-t-il, d'après toutes les indications que nous avons, il y a du retard par rapport aux grandes capitalisations. Donc, c'est l'occasion de s'y intéresser. Alors, est-ce que je peux vous montrer, est-ce que je peux voir quelques exemples de valeurs portefeuille? Oui. Donc, ça, c'est la répartition sectorielle et géographique. Et voilà, quelques exemples de valeurs. Donc, peut-être ça vous parle. Rexel, ST Microelectronics, Biomérieux, Soprasteria, Alten, Sodexo, Safran, SEB, hein, les fabricants d'électroménagers. Voilà, quelques entreprises françaises qui aujourd'hui font partie effectivement des premiers choix de Odo Avenir. Donc, vous voyez qu'on sait faire de la performance avec des entreprises françaises régionales, qui sont aujourd'hui internationales, mais qui sont dans notre belle région de Lyon, donc assez intéressant. Et pour ceux qui ont peur du marché français, eh bien, vous avez son cousin, qui s'appelle Odo Avenir, mais Odo Avenir Euro. Et donc là, vous retrouvez un portefeuille plus international, vous retrouvez certaines valeurs françaises, mais tiens, De'Longhi, par exemple, c'est un fabricant italien. Donc, vous avez une diversification un peu différente, mais les valorisations semblent les mêmes. Enfin, ce suivant, en tout cas, hein, mais c'est pour vous proposer une diversification. Alors, pourquoi ces fonds-là? Bon, Odo Avenir, en tous les cas, s'il y en avait sur cette thématique, un à vous recommander, parce que cette société Odo, moi je la connais depuis le début de mon activité, donc depuis 30 ans. Ce fonds-là, il a un historique depuis 1992. Aujourd'hui, donc avec une expérience, un historique qui n'est pas démenti. Je ne suis pas en train de vous dire, si vous voulez, que ça ne peut pas baisser. Attention, je rappelle encore, et je prends quelques précautions. Vous avez voilà, la performance en 2022, ça fait du moins 27. D'accord? Donc, moins 27, ça peut baisser fortement. Mais si on est patient, si on a du temps devant soi, aujourd'hui, voilà, on a 17% d'acquis en 2023, et donc on peut espérer, pour différentes raisons, que 2024 peut être encore une bonne année. Donc, autant rentrer maintenant pour pouvoir effectivement bénéficier des performances des entreprises françaises, européennes de premier plan. Voilà, j'ai fait un rapide tour du bilan de 2023, de nos perspectives 2024. Je vous invite à continuer à nous suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner. C'est aujourd'hui, je comprends maintenant un peu mieux pour en être quand même à nos tout débuts sur YouTube, que la seule façon de savoir si vous appréciez ce qu'on vous présente, effectivement, c'est de vous abonner, de mettre des commentaires, et de nous faire part de vos remarques, parce que je suis là dans mon bureau tout seul en train de faire cette vidéo, et donc si je veux avoir un peu un retour, si le contenu que je vous propose est intéressant, eh bien c'est vous de me faire vos remarques et de nous en faire part, et d'échanger, de partager autour de vous, parce que ça nous encourage bien sûr à continuer. Et je pense qu'aujourd'hui, ces médias, ces réseaux sociaux sont incontournables. Donc, on rencontre au quotidien des investisseurs qui souhaitent être accompagnés. Ça, c'est notre quotidien. Mais aujourd'hui, on a envie de pouvoir vous transmettre ce savoir. On ne veut pas le garder que pour nous, hein, puisque aujourd'hui, tout ce savoir est accessible. Bien sûr, ceux qui veulent qu'on les accompagne, c'est avec plaisir. Vous pouvez nous contacter par notre site internet, Optimum Patrimoine, par mail, par les différents réseaux sociaux, LinkedIn et autres.
n'hésitez pas. Mais effectivement, comme on est un peu au démarrage de cette chaîne et que bon, je maîtrise mon sujet, le contenu, mais la forme, des fois, euh, est à travailler et puis on va développer ça. Donc, merci de nous faire part de vos attentes et puis on va faire les efforts effectivement pour avoir du contenu intéressant et ben, vous tenir informé de l'actualité, de développer ce qu'on a commencé à développer, un certain nombre de vidéos tutos pour vous aider à construire votre patrimoine, à construire votre épargne, à construire votre avenir financier. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse vous apporter. Donc, faites-nous part de vos remarques, faites-nous part de vos attentes et on vous accompagnera avec plaisir. Merci beaucoup.